Comment une seule volonté a-t-elle pu broyer des milliers de destins pour forger le premier empire de l'histoire? La palette de Narmer, cet artefact de schiste vieux de 5000 ans, nous montre un roi triomphant, massacrant ses ennemis d'un coup de masse. C'est l'image officielle, la naissance glorieuse de l'Égypte unifiée. Mais la pierre ne crie pas. Elle ne raconte pas l'odeur du sang qui a imprégné les rives du Nil, ni le silence des villes rasées pour que la double couronne puisse reposer sur une seule tête. Avant l'ordre, il y avait le chaos. Des dizaines de petits royaumes se déchiraient le long du fleuve, des chefs de guerre dont les noms sont oubliés se livraient à des carnages sans fin. Puis vint un homme, ou peut-être une dynastie d'hommes, que l'histoire a condensé sous le nom de Narmer. Il n'a pas négocié. Il a conquis. Il n'a pas persuadé. Il a terrorisé. Chaque ville qui résistait était un exemple pour la suivante. Les inscriptions anciennes parlent de dizaines de milliers de captifs, emmenés en esclavage ou sacrifiés aux dieux faucons qui planaient sur les champs de bataille. La naissance de l'Égypte n'a pas été un accord politique, mais une soumission brutale. La véritable anomalie n'est pas la violence, mais ce qui en a découlé. Comment transformer une terre soumise par la peur en une nation unie par une idée? Narmer ne s'est pas contenté de tuer, il a créé un concept. Le pharaon n'est pas un simple roi, il est l'incarnation d'Horus, le dieu vengeur et ordonnateur, sur terre. Chaque rebelle n'est donc pas un opposant politique, mais un hérétique, un ennemi de l'ordre cosmique. Le massacre se justifie alors comme un acte de piété. Cette fusion du pouvoir temporel et spirituel est le véritable coup de génie, une invention politique plus durable que n'importe quelle forteresse. Les premières dynasties ont perfectionné cette idéologie. Les tombes royales d'Abydos ne contenaient pas seulement le corps du souverain. Autour de lui étaient enterrés des centaines de serviteurs, de gardes et même d'animaux sacrifiés pour continuer à le servir dans l'au-delà. Ils ne mouraient pas pour un homme, ils mouraient pour un dieu. Leur mort n'était pas un meurtre, mais le prix à payer pour l'éternité de l'État. C'est là que réside le premier mystère. Le pouvoir absolu ne naît pas seulement de la force, mais de la capacité à convaincre des millions de gens que l'obéissance est une forme de salut. Le sang séché, il fallait consolider ce pouvoir. Le premier État centralisé du monde exigeait une administration, des impôts, des lois. Il fallait compter le grain, mesurer les terres après chaque crue du Nil, organiser des armées. Tout cela nécessitait une classe de scribes, une bureaucratie naissante qui quadrillait le pays. Le pharaon, depuis sa nouvelle capitale de Memphis, était le centre de cette toile. Sa parole était loi, son décret était divin. Mais comment rendre visible ce pouvoir invisible aux yeux du paysan de Haute-Égypte comme à ceux du pêcheur du delta? La propagande ne pouvait pas encore s'appuyer sur des textes que peu savaient lire. Il fallait quelque chose de plus grand, de plus tangible. Une affirmation de pouvoir qui défierait le temps lui-même. La terreur des conquêtes avait uni le pays, mais pour le maintenir uni, il fallait inspirer une terreur sacrée, une admiration mêlée de crainte. Les rituels, les fêtes religieuses, les statues colossales commençaient à apparaître. Le pharaon était partout. Son nom était martelé dans la pierre, son image sculptée sur les murs des temples. Il était le garant de l'Amat, l'ordre cosmique, contre les forces du chaos qui menaçaient constamment de submerger le monde. Mais même cela ne suffisait pas. Pour un Dieu vivant, il fallait une demeure digne de son statut, non pas pour sa vie terrestre, mais pour sa vie éternelle. C'est cette obsession pour l'au-delà qui allait, paradoxalement, transformer le monde des vivants
de manière irréversible. Pour gouverner un pays unifié, il fallait une idée capable de soumettre des millions de personnes. Une idée qui pourrait être incarnée dans la pierre. Que choisiriez-vous pour asseoir votre pouvoir? La crainte, inspirée par la force brute, ou la dévotion, née d'une idéologie divine? Écrivez votre choix dans les commentaires. L'idée incarnée dans la pierre arriva sous le règne d'un pharaon nommé Djéser, près de 4 siècles après l'unification sanglante. Il ne cherchait pas à conquérir de nouvelles terres, mais à conquérir l'éternité. Et pour cela, il avait un atout que nul autre avant lui n'avait possédé, un homme nommé Imhotep. Vizir, médecin, grand prêtre, astronome, Imhotep était un génie universel, le premier de l'histoire dont le nom nous soit parvenu. C'est lui qui proposa à son roi une folie. Jusqu'alors, les pharaons étaient enterrés dans des mastabas, des structures rectangulaires en briques de boue, des tombes pour des mortels. Imhotep suggéra autre chose. Construire en pierre de taille, un matériau éternel. Et ne pas construire une simple tombe, mais un escalier littéral vers les cieux, pour que l'âme du pharaon puisse rejoindre les étoiles impérissables. Ainsi naquit le projet de la pyramide à degrés de Saqqara. Ce ne fut pas une simple évolution architecturale, ce fut une révolution. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on allait ériger un monument entièrement en pierre, haut de plus de 60 mètres. Personne ne savait comment faire. Il n'y avait pas de plan, pas de précédent. Chaque jour était une expérience. Le chantier de Saqqara fut le premier projet d'ingénierie à grande échelle de l'histoire. Il a fallu extraire des centaines de milliers de tonnes de calcaire, les transporter sur des kilomètres, les tailler avec une précision millimétrique à l'aide d'outils de cuivre et de dolérite, puis les hisser à des hauteurs vertigineuses. C'était un cauchemar logistique. Il a fallu mobiliser et nourrir des dizaines de milliers d'ouvriers. Contrairement aux mythes tenaces, ce n'étaient pas des esclaves, mais des paysans égyptiens, réquisitionnés pendant la saison de l'inondation du Nil. Lorsque les champs étaient impraticables, ils travaillaient pour leur dieu roi, mais aussi pour leur propre survie, recevant des rations de pain, de bière et d'oignons. C'était une forme de corvée nationale, le premier impôt payé non en grains, mais en sueur et en vie. Les accidents devaient être quotidiens, les morts innombrables. Chaque bloc de pierre posé était scellé par le labeur et parfois le sang d'hommes anonymes. La pyramide de Djéser n'est pas seulement un tombeau, c'est le monument qui a appris à l'Égypte à être un État. Elle a nécessité une administration complexe, une chaîne de commandement, une planification sur des décennies. Imhotep n'a pas seulement inventé l'architecture monumentale, il a inventé la gestion de projets. Le complexe de Saqqara était bien plus qu'une pyramide. C'était une véritable cité funéraire en pierre, reproduisant le palais du pharaon pour sa vie dans l'au-delà. Il y avait des temples, des cours pour les rituels, des chapelles, et même une piste pour la course du Hebsed, une cérémonie de régénération du pouvoir royal. Tout était factice. Les portes ne s'ouvraient pas, les bâtiments étaient des façades pleines. C'était un décor d'éternité. La pyramide elle-même était une machine. En dessous, un labyrinthe de galeries et de chambres s'enfonçait à près de 30 mètres sous terre, protégeant la chambre funéraire du roi. C'était une forteresse contre le temps et les pillards. Imhotep avait créé le premier manifeste politique de l'histoire, gravé non sur du papyrus, mais dans le paysage. Le message était clair. Le pharaon est si puissant qu'il peut mobiliser tout le pays pour construire sa maison d'éternité. Il est si divin qu'il a son propre escalier vers les cieux.
toute l'Égypte devait lever les yeux vers cette montagne artificielle et comprendre sa place dans l'univers. Le pouvoir n'était plus seulement une question de force militaire, il était devenu une réalité géologique. Un escalier pour un seul homme, construit sur le dos d'une génération. Le génie d'Imhotep fut tel qu'après sa mort, il fut divinisé. Il devint le dieu de la médecine et de la sagesse. Un simple mortel, devenu immortel non par le sang royal, mais par la puissance de son intellect. Son héritage fut une ambition démesurée qui allait s'emparer de la dynastie suivante et la pousser à des extrêmes encore plus grands. L'ambition devint une obsession. La 4e dynastie, celle de Snéfrou, Khéops, Képhren et Mykérinos, ne se contenta pas d'un escalier. Elle voulut des montagnes. Snéfrou, le père de Khéops, fut le plus grand bâtisseur de tous. Il ne construisit pas une, mais 3 pyramides, expérimentant les techniques, apprenant des échecs cuisants, comme la pyramide rhomboïdale de Dachour, dont l'angle a dû être modifié en cours de construction pour éviter l'effondrement. Il a fallu déplacer plus de 9 millions de mètres cubes de pierre pour ces projets. C'est plus que pour la grande pyramide de son fils. Snéfrou a transformé l'Égypte en un chantier permanent, perfectionnant la machine administrative et logistique héritée d'Imhotep. C'est sous son règne que la forme de la pyramide a atteint sa perfection géométrique, devenant un rayon de soleil pétrifié, le symbole du dieu solaire, Ra, dont le culte prenait une importance croissante. Le pharaon n'était plus seulement Horus, il était le fils de Ra, une nouvelle théologie pour justifier des projets encore plus fous. Puis vint Khéops et la construction du monument le plus célèbre du monde, la grande pyramide de Gizeh. Pendant 20 ans, le pays tout entier a semblé tourner autour de ce projet unique. 2 300 000 blocs de calcaire et de granit, certains pesant jusqu'à 80 tonnes, transportés depuis des carrières situées à des centaines de kilomètres. Le tout assemblé avec une précision qui déconcerte encore les ingénieurs modernes. Les joints entre les blocs sont si fins qu'on ne peut y glisser une lame de couteau. L'orientation des 4 faces par rapport aux points cardinaux est presque parfaite. Comment ont-ils fait? Le mystère a alimenté d'innombrables théories. Mais la véritable énigme n'est pas technologique, elle est humaine. Quelle forme de pouvoir, quelle force d'organisation a pu contraindre 100 000 hommes à travailler pendant 2 décennies pour construire le tombeau d'un seul? La pyramide n'est pas le témoignage d'une technologie extraterrestre. Elle est le témoignage d'une volonté humaine absolue et impitoyable. Gizeh est le sommet de la civilisation de l'Ancien Empire, mais c'est aussi le début de sa fin. Un tel effort a saigné le pays à blanc. Toutes les ressources, toute la main-d'œuvre, toute la pensée étaient tournées vers la construction de ces gigantesques demeures d'éternité. Pendant ce temps, quelque chose se fissurait dans le monde des vivants. Le pouvoir des prêtres de Ra, dont les temples bénéficiaient de donations royales colossales, grandissait de manière exponentielle. Il devenait un État dans l'État. La paranoïa s'installa au cœur du pouvoir. Les intrigues de palais se multipliaient. Qui succéderait au Dieu vivant? Des fils se dressaient contre leur père, des reines conspiraient pour placer leur progéniture sur le trône. L'histoire de Djedefré, successeur de Khéops, est révélatrice. Il choisit de construire sa pyramide non pas à Gizeh, mais à Abu Rawash, à plusieurs kilomètres de là, comme pour se distancer de sa famille. Son règne fut court, et sa pyramide ne fut jamais achevée. Fut-il assassiné? L'ombre des complots plane sur toute la fin de la 4e dynastie. La grandeur extérieure des pyramides masquait une décomposition interne. Ils avaient construit des maisons pour l'éternité,
mais ne parvenait de plus à gérer le présent. Et puis, la nature elle-même s'en mêla. Des études climatologiques ont montré qu'à la fin de l'Ancien Empire, une longue période de sécheresse s'est installée. Les crues du Nil devinrent faibles, imprévisibles. Les récoltes diminuèrent, la famine s'installa. Le Dieu roi, garant de l'ordre cosmique, semblait incapable d'assurer la subsistance de son peuple. Sa légitimité divine s'effrita. Des révoltes éclatèrent. Les gouverneurs des provinces, les nomarques, prirent leur indépendance, cessant d'envoyer des impôts à la capitale. L'Égypte unifiée se désintégra en une multitude de petits fiefs rivaux. Le système, qui paraissait si solide, s'effondra avec une rapidité stupéfiante. Un siècle de chaos, connu sous le nom de première période intermédiaire, s'abattit sur le pays. Les pyramides, symboles d'un pouvoir absolu, se dressaient désormais dans un paysage de guerre civile et de misère. Les dieux anciens avaient échoué, créant un vide spirituel et une soif de réponse que le panthéon traditionnel ne pouvait plus étancher. Lorsque l'ordre fut finalement restauré et que le Moyen puis le Nouvel Empire émergèrent, le traumatisme de l'effondrement demeurait. Le pouvoir pharaonique était rétabli, mais avec une différence cruciale. Le clergé, particulièrement celui du dieu thébain Amon-Ra, avait acquis une puissance et une richesse phénoménales. Le temple de Karnak à Thébès devint le plus grand complexe religieux du monde, un empire économique possédant des terres, du bétail, des mines et des flottes de navires. Le pharaon régnait, mais les grands prêtres d'Amon gouvernaient dans l'ombre, interprétant la volonté divine et influençant la succession au trône. C'est dans ce contexte de tension sourde entre le palais et le temple qu'apparut un homme qui allait tout faire basculer. Il monta sur le trône sous le nom d'Amenhotep IV. Il était l'héritier d'une des plus prestigieuses dynasties, celle des Thoutmosis, les pharaons conquérants qui avaient forgé un empire s'étendant de la Nubie à la Syrie. Personne ne s'attendait à ce qu'il devienne autre chose qu'un souverain pieux et guerrier de plus. Mais Amenhotep IV n'était pas un homme ordinaire. Il était un mystique, un visionnaire, ou peut-être un fou. Au cours des premières années de son règne, une idée radicale commença à germer dans son esprit. Il était persuadé que tous les dieux de l'Égypte, avec leurs têtes d'animaux et leurs mythes complexes, n'étaient que des impostures. Il n'y avait qu'un seul et unique Dieu, une divinité universelle et créatrice, Aton, le disque solaire. Non pas Ra, le dieu solaire traditionnel, mais la lumière elle-même, la chaleur qui donne la vie à toute chose sur terre, aux Égyptiens comme aux Syriens ou aux Nubiens. C'était une rupture théologique sans précédent, la naissance du premier monothéisme documenté de l'histoire. Il changea son propre nom, Amenhotep, qui signifiait « Amon est satisfait », en akhénaton, celui qui est utile à Aton. Puis, il déclencha sa guerre. Une guerre non pas contre un ennemi extérieur, mais contre le cœur même de la civilisation égyptienne. Il ordonna la fermeture des temples d'Amon-Ra et des autres dieux. Il confisqua leurs immenses richesses pour financer son nouveau culte. Plus choquant encore, il envoya des équipes d'ouvriers à travers tout le pays pour marteler le nom d'Amon sur les murs des temples et des tombes, et même le pluriel du mot « Dieu ». C'était un iconoclasme d'une violence inouïe, une tentative d'effacer 1500 ans d'histoire religieuse. Pour échapper à l'influence du clergé thébain, Akhénaton prit une décision encore plus radicale. Il abandonna Thébès, la capitale religieuse et politique, et fit construire une nouvelle ville au milieu de nulle part, dans le désert de Moyenne-Égypte. Il la nomma Akhétaton, l'horizon d'Aton, aujourd'hui connu sous le nom d'Amarna.
la ville fut construite à une vitesse fulgurante, une utopie dédiée au nouveau dieu. C'est là qu'Akhénaton se retira avec sa cour, sa famille et sa sublime épouse, Néfertiti, qui joua un rôle central dans le nouveau culte. Les hymnes à Aton, probablement composés par le pharaon lui-même, sont d'une beauté poétique saisissante. Ils célèbrent un dieu d'amour et de création, un dieu pour tous les peuples. Mais la réalité du régime était bien moins idyllique. Seul Akhénaton et sa famille pouvaient communiquer directement avec Aton. Pour le reste de la population, le seul chemin vers le divin passait par l'adoration de la famille royale. Le monothéisme universel s'était transformé en un culte de la personnalité totalitaire. Le pharaon n'était plus le fils d'un dieu, il était l'unique prophète, l'intermédiaire obligé. L'art de cette période est tout aussi révolutionnaire. Il abandonne l'idéalisme rigide de l'art égyptien traditionnel pour un réalisme presque caricatural. Akhénaton est représenté avec un crâne allongé, un ventre proéminent, des hanches larges, des traits étranges et androgynes. Était-ce une maladie génétique ou un choix stylistique pour le dépeindre comme un être à la fois masculin et féminin, à l'image de son Dieu créateur? Pendant que le pharaon prophète vivait sa révolution spirituelle dans sa capitale isolée, le reste de l'Égypte sombrait dans le chaos. L'économie était en crise, l'empire asiatique se désagrégeait face à la montée des Hittites, et le peuple, privé de ses dieux familiers et de ses rituels millénaires, grondait de mécontentement. Akhénaton était-il un prophète en avance sur son temps ou un tyran fanatique qui a mené son pays au bord du gouffre? Auriez-vous suivi un visionnaire comme Akhénaton, quitte à détruire des traditions millénaires pour une vérité nouvelle? Ou seriez-vous resté fidèle à l'ordre ancien, même s'il était corrompu? Partagez votre opinion en commentaire. La fin du règne d'Akhénaton est enveloppée de mystères. Est-il mort de cause naturelle ou a-t-il été assassiné? Les archives sont silencieuses. Sa révolution, entièrement dépendante de sa personne, ne lui a pas survécu. Une période de confusion s'ensuivit, avec un ou deux pharaons éphémères dont on ne sait presque rien. Le pouvoir réel était entre les mains de ceux qui avaient patiemment attendu leur heure dans l'ombre, les militaires et les vestiges du clergé d'Amon. Ils avaient besoin d'une figure légitime pour restaurer l'ordre ancien, une marionnette qu'ils pourraient contrôler. Ils la trouvèrent en la personne d'un jeune garçon d'à peine 9 ans, un prince du sang nommé Toutankhaton, l'image vivante d'Aton. Il était probablement le fils d'Akhénaton par une épouse secondaire, ou peut-être son neveu. Son ascendance exacte est encore débattue, mais son rôle, lui, est très clair. Il devait être le visage de la contre-révolution. Les véritables maîtres du jeu étaient deux hommes d'une ambition et d'une intelligence redoutables. Le premier était Haï, un haut fonctionnaire, peut-être le père de Néfertiti, qui avait servi sous Akhénaton, mais avait su naviguer les eaux troubles de la cour. Le second était le général Horemheb, commandant en chef des armées, un homme pragmatique qui voyait l'empire s'effondrer et méprisait l'utopie religieuse du pharaon hérétique. Ensemble, ils orchestrèrent le retour à l'orthodoxie. La première étape fut symbolique. Le jeune roi fut contraint d'abandonner son nom pour devenir Toutankhamon, l'image vivante d'Amon. La cour quitta la ville maudite d'Akhénaton pour retourner à Thèbes et à Memphis. Les temples des anciens dieux furent rouverts et leurs richesses restituées avec des intérêts. Une grande stèle de restauration fut érigée à Karnak, décrivant le règne d'Akhénaton comme une période de ténèbres où les dieux avaient abandonné l'Égypte et célébrant le retour à l'ordre grâce au nouveau, jeune et pieux pharaon.
C'était une réécriture complète et officielle de l'histoire. Puis commença la vengeance. La destruction systématique de l'héritage d'Akhenaton fut menée avec une efficacité glaçante. Akhetaton fut démantelé, ses pierres réutilisées pour d'autres constructions. Les temples d'Aton furent rasés. Le nom d'Akhenaton et de sa famille fut martelé sur toutes les inscriptions, effacé des listes royales. C'était la damnatio memoriae, la condamnation à l'oubli éternel, la pire des sentences pour un Égyptien. L'objectif était de faire comme si l'hérésie amarnienne n'avait jamais existé. Toutankhamon, lui, régnait en apparence. On le voit sur les fresques de son tombeau, chassant dans les marais ou menant son armée, des images de propagande classiques. En réalité, il passait son temps à signer les décrets rédigés par Haï et Horemheb. Son règne de 10 ans fut celui d'une normalisation forcée, d'une purge silencieuse. L'ironie du sort est cruelle. Ce jeune roi, qui n'a pris aucune décision majeure de son vivant, est aujourd'hui le pharaon le plus célèbre de tous. Son seul acte historique involontaire fut de mourir jeune, vers l'âge de 19 ans. Les causes de sa mort sont encore débattues, une chute de char, une maladie, un assassinat. L'hypothèse du meurtre, bien que non prouvée, reste plausible. Peut-être devenait-il trop âgé, trop désireux de régner par lui-même, devenant une menace pour ses tuteurs. Sa mort prématurée obligea ses successeurs à l'enterrer à la hâte dans une petite tombe de la vallée des rois, initialement prévue pour un noble, et non pour un roi. C'est cette modestie et cet oubli qui allaient la sauver des pillards pendant plus de 3000 ans, jusqu'à sa découverte spectaculaire par Howard Carter en 1922. Le trésor de Toutankhamon, le seul trésor funéraire royal, quasi intact, jamais retrouvé, a fait de ce roi fantoche une icône mondiale, éclipsant totalement les puissants personnages qui tiraient les ficelles dans l'ombre de son trône. Après la mort de Toutankhamon, le vizir Haï, déjà âgé, s'empara brièvement du trône. Mais le véritable homme fort, Horemheb, attendait son heure. À la mort d'Haï, le général prit le pouvoir, fondant une nouvelle dynastie et achevant la restauration avec une main de fer. Il fut un administrateur compétent et un chef militaire efficace, mais son obsession était d'effacer les dernières traces de la période amarnienne, y compris les règnes de ses prédécesseurs immédiats. Il usurpa de nombreux monuments de Toutankhamon, y remplaçant le nom du jeune roi par le sien. L'ère des troubles était terminée. L'Égypte était prête pour un retour à la gloire impériale. C'est dans ce contexte qu'apparut un homme qui allait incarner cette ambition plus que tout autre, un pharaon dont le nom résonne encore comme synonyme de grandeur et de pouvoir. Ramsès II, dit le Grand. Fils de Séti Ier, un autre général devenu pharaon, Ramsès monta sur le trône avec une idée fixe: surpasser tous ses ancêtres en gloire militaire, en piété et surtout en projet de construction. Il n'était pas seulement un roi, il était le premier grand showman de l'histoire. Son plus grand coup de maître en matière de propagande fut la bataille de Kadesh, livrée en Syrie contre le puissant empire hittite. Ce fut l'une des plus grandes batailles de chars de l'Antiquité, impliquant des milliers de véhicules. Militairement, la bataille fut au mieux un match nul et probablement un échec stratégique pour les Égyptiens. Ramsès, par excès de confiance, était tombé dans une embuscade et avait failli être capturé ou tué. Il ne dut son salut qu'à son courage personnel et à l'arrivée opportune de renforts. N'importe quel autre souverain aurait tenté de minimiser l'événement. Pas Ramsès. De retour en Égypte, il transforma ce quasi-désastre en la plus grande victoire de tous les temps. Les murs des plus grands temples du pays, de Karnak à Luxor,
en passant par Abou Simbel, furent couverts de récits et d'images gigantesques, le dépeignant seul, tel un dieu de la guerre, chargeant les rangs ennemis et les mettant en déroute par sa seule vaillance. Le poème de Pantaour, un bulletin de victoire épique, fut copié et recopié à travers tout le royaume. La réalité importait peu. C'est l'image qui comptait. Ramsès a compris avant tout le monde que l'histoire est écrite par les vainqueurs, ou du moins par ceux qui contrôlent la communication. Le règne de Ramsès, qui dura 67 ans, fut une frénésie de construction. Il ne se contenta pas de construire de nouveaux temples. Il en usurpa des dizaines, y ajoutant son nom et ses statues. Son objectif était de saturer le paysage égyptien de sa propre image. Il construisit le Ramesséum, son temple funéraire à Thébès, une nouvelle capitale dans le delta du Nil, nommée Pi-Ramsès, et surtout les 2 temples rupestres d'Abou Simbel, en Nubie. Ces derniers sont un chef-d'œuvre de propagande. Taillés à même la falaise, les 4 colosses de 20 mètres de haut le représentant ne sont pas là pour honorer les dieux, mais pour impressionner et terroriser les Nubiens, marquant la frontière sud de son empire. L'art de son époque est puissant, mais souvent produit en série, manquant de la finesse des périodes précédentes. La quantité primait sur la qualité. Ramsès construisait des temples pour que les dieux le remarquent et que ses ennemis le craignent. Les uns comme les autres ont accompli sa volonté. Ironiquement, ce grand guerrier est aussi l'auteur du premier traité de paix international de l'histoire. 16 ans après Kadesh, réalisant qu'aucun des 2 empires ne pouvait vaincre l'autre, Ramsès signa un traité d'alliance avec les Hittites, scellé par un mariage diplomatique. Même la paix devint un outil de sa propagande, présenté comme un acte de sa magnanimité. Ramsès le Grand a créé un culte de la personnalité si puissant qu'il a survécu 3 millénaires. Il n'était peut-être pas le plus grand de tous les pharaons, mais il fut sans conteste le meilleur à se vendre. Pourtant, même son règne exceptionnellement long et stable ne pouvait arrêter la grande vague de chaos qui se formait au-delà des frontières de l'Égypte. Une tempête qui allait balayer des civilisations entières. Vers la fin du long règne de Ramsès II et sous ses successeurs, des signes inquiétants commencèrent à apparaître. Une nouvelle menace, vague et terrifiante, se profilait à l'horizon. Des peuples entiers se déplaçaient à travers la Méditerranée orientale, fuyant des catastrophes inconnues, peut-être des famines, des tremblements de terre ou des guerres. On les appelle les peuples de la mer. Ce n'était pas une armée unifiée, mais une coalition hétéroclite de tribus aux noms étranges. Chardans, Loukas, Pélézet, Djeker. Ils arrivaient par la mer et par la terre, avec leurs familles et leurs biens, non pas pour piller et repartir, mais pour s'installer. Ils étaient armés de nouvelles armes de fer, plus efficaces que le bronze des anciens empires. C'est l'événement que les historiens nomment l'effondrement de l'âge du bronze, une période de chaos et de destruction qui a vu la chute des grands empires de l'époque. La capitale hittite, Hattusa, fut rasée. La civilisation mycénienne en Grèce s'effondra. Les grandes cités commerciales de la côte syrienne, comme Ougarit, furent incendiées. L'Égypte, dirigée par le pharaon Mérenptah, fils et successeur de Ramsès, était le dernier bastion du monde ancien. Mérenptah réussit à repousser une première invasion massive venue de Libye, alliée au peuple de la mer. Il célébra sa victoire sur une grande stèle, où il se vante d'avoir anéanti ses ennemis. C'est sur cette même stèle qu'apparaît la première mention connue du nom Israël, hors de la Bible, le pharaon prétendant l'avoir anéanti. Mais le répit fut de courte durée, la pression continuait de monter. 30 ans plus tard, sous le règne de Ramsès III, le dernier grand pharaon du Nouvel Empire, la vague déferla
avec toute sa fureur. Une immense coalition des peuples de la mer attaqua l'Égypte par le nord, à la fois par voie terrestre à travers la Syrie et par une grande flotte navale dans le delta du Nil. Ramsès III mena une défense désespérée. La bataille navale, immortalisée sur les murs de son temple funéraire de Médinet Abou, fut d'une brutalité inouïe. Les navires égyptiens, plus agiles, parvinrent à piéger la flotte ennemie dans les bras du Nil et à la massacrer. Sur terre, l'armée égyptienne remporta également une victoire sanglante. L'Égypte avait survécu. Elle était le seul des grands empires à être resté debout. Mais c'était une victoire à la Pyrrhus. Le pays était épuisé. Le trésor était vide. Les mines de cuivre et de turquoise du Sinaï étaient perdues. L'empire asiatique était définitivement abandonné. L'Égypte s'était sauvée, mais elle était désormais seule, affaiblie et isolée dans un monde nouveau et barbare. Les prisonniers de guerre des peuples de la mer, notamment les Pélésais, furent installés comme mercenaires sur la côte, dans une région qui prendra plus tard leur nom, la Palestine. Les dernières années du règne de Ramsès III furent marquées par des troubles sociaux. L'État, en faillite, ne parvenait plus à payer les rations des ouvriers de la nécropole royale de Deir el-Médineh. Ils organisèrent la première grève documentée de l'histoire. La fin du règne fut encore plus sombre. Une conspiration éclata au cœur même du palais, le complot du harem. Une de ses épouses secondaires, Tilly, complota avec d'autres femmes et de hauts fonctionnaires pour assassiner le pharaon et placer son propre fils sur le trône. Des papyrus judiciaires nous racontent le procès qui s'ensuivit. Les conspirateurs furent arrêtés et condamnés à mort. Mais qu'en est-il de Ramsès III? Pendant longtemps, on a cru qu'il avait survécu, mais l'analyse récente de sa momie a révélé une large entaille à la gorge, sectionnant la trachée et les principaux vaisseaux sanguins. Le dernier grand guerrier de l'Égypte n'est pas mort sur un champ de bataille, mais a été égorgé dans son palais. C'était la fin d'une ère. L'Égypte avait repoussé l'Apocalypse, mais son âge d'or était terminé pour toujours. Face à l'effondrement de tout un monde, qu'est-ce qui compte le plus? Préserver la gloire passée d'un empire ou assurer la simple survie de son peuple, même diminué? Laissez votre avis dans les commentaires. L'Égypte entama un long et lent déclin. Le pouvoir central s'affaiblit et le pays se scinda de nouveau, les grands prêtres d'Amon-à-Thèbes régnant sur le sud, tandis que les pharaons de la 21e dynastie ne contrôlaient que le nord depuis Tanis. L'Égypte, autrefois conquérante, devint une proie. Au cours des siècles suivants, elle fut gouvernée par une succession de dynasties étrangères. Des chefs de tribus libyennes, installés dans le delta depuis des générations, prirent le pouvoir. Puis vinrent les Nubiens du royaume de Couche, qui se considéraient comme les véritables héritiers de la tradition pharaonique et régnèrent en tant que 25e dynastie. Ils furent à leur tour chassés par les Assyriens venus de Mésopotamie qui pillèrent Thèbes avec une brutalité sans précédent. Une brève période d'indépendance et de renaissance culturelle eut lieu sous la dynastie saïte, mais elle fut de courte durée. L'empire perse, le plus grand que le monde ait jamais connu, absorba l'Égypte et en fit une simple province. Les pharaons étaient devenus des satrapes au service d'un grand roi lointain. C'est dans ce contexte d'une Égypte humiliée et occupée qu'un nouveau conquérant apparut à l'ouest. Un jeune roi macédonien, élève d'Aristote, qui avait écrasé l'empire perse en une série de batailles fulgurantes, Alexandre le Grand. En 332 avant notre ère, Alexandre entra en Égypte. Il ne fut pas perçu comme un envahisseur, mais comme un libérateur. Il respecta les coutumes locales, se fit couronner pharaon et, geste de génie politique,
entreprit un pèlerinage périlleux à travers le désert jusqu'à l'oracle d'Amon dans l'oasis de Siwa. Là, les prêtres le proclamèrent fils du dieu Amon. Alexandre était devenu un dieu vivant, un pharaon légitime aux yeux du peuple. Avant de repartir pour de nouvelles conquêtes, il accomplit un acte qui allait changer la face du monde méditerranéen. Sur une bande de terre, entre la mer et un lac, il fonda une nouvelle ville qui porterait son nom, Alexandrie. Elle deviendrait la plus grande ville du monde, un phare de la connaissance et de la culture hellénistique. Après la mort prématurée d'Alexandre, son vaste empire fut partagé entre ses généraux. L'un d'eux, Ptolémée, s'empara de l'Égypte et fonda la dernière dynastie à y régner. Les Ptolémées étaient grecs. Ils parlaient grec, gouvernaient depuis Alexandrie à la manière des rois hellénistiques, mais pour asseoir leur pouvoir sur le reste du pays, ils jouèrent le jeu pharaonique. Ils se firent représenter en pharaon sur les temples, prirent des épouses qui étaient aussi leurs sœurs selon l'ancienne coutume royale, et soutinrent le clergé égyptien. C'était une dynastie à double visage, grecque à l'intérieur, égyptienne à l'extérieur. Pendant près de 3 siècles, les Ptolémées régnèrent sur une Égypte riche, mais de plus en plus minée par les intrigues familiales et la montée d'une nouvelle superpuissance à l'ouest. Rome. La dernière souveraine de cette dynastie et la dernière pharaone d'Égypte fut Cléopâtre VII. Elle n'était pas la séductrice écervelée dépeinte par la propagande romaine. C'était une femme d'une intelligence exceptionnelle, polyglotte, la première de sa dynastie à avoir pris la peine d'apprendre l'égyptien. Elle comprenait que la survie de son royaume ne dépendait plus de ses propres armées, mais de sa capacité à manipuler les puissants généraux romains qui se déchiraient pour le contrôle de leur république mourante. Elle mit tout en œuvre pour sauver son trône. Elle séduisit Jules César, eut un fils avec lui et tenta de créer un empire oriental commun. Après l'assassinat de César, elle paria sur son lieutenant, Marc-Antoine. Leur alliance était à la fois politique et passionnelle. Ensemble, ils rêvaient d'un empire méditerranéen dirigé depuis Alexandrie. Mais leur projet se heurta à l'implacable ambition du neveu et héritier de César, Octave. La guerre était inévitable. La défaite navale d'Actium en 31 avant notre ère scella leur destin. Antoine se suicida. Cléopâtre, refusant de figurer comme captive au triomphe d'Octave à Rome, choisit également la mort, se laissant, selon la légende, mordre par un aspic. Avec elle, s'éteignait la dernière lueur d'indépendance de l'Égypte. Octave, devenu l'empereur Auguste, fit de la terre des pharaons sa propriété personnelle, le grenier à blé de Rome. Après 3000 ans d'existence, l'ère des pharaons était terminée. Leurs corps reposaient dans des tombes magnifiques, mais même dans la mort, ils ne connaîtraient pas le repos. L'immortalité promise aux pharaons était un mensonge. Leurs tombeaux, conçus comme des forteresses d'éternité, devinrent des proies. Le pillage des sépultures royales n'a pas commencé avec les archéologues modernes. Il a commencé presque aussitôt que les tombes furent scellées. Déjà à l'époque du Nouvel Empire, alors que la vallée des rois accueillait encore de nouveaux souverains, des bandes organisées violaient les nécropoles. Ce n'étaient pas de simples voleurs. C'était une industrie. Les gangs étaient souvent composés des artisans mêmes qui avaient construit les tombes, connaissant leurs plans et leurs points faibles. Ils bénéficiaient de la complicité de fonctionnaires locaux, de gardes et même de prêtres, corrompus par l'appât de l'or. Des papyrus judiciaires de la fin du Nouvel Empire, comme le papyrus Abbott, nous livrent les comptes rendus fascinants des procès de ces pilleurs. On y lit les interrogatoires, les aveux obtenus sous la torture, les listes d'objets volés. Les descriptions sont crues, les sarcophages fracassés, les momies royales dépouillées de leurs amulettes et de leurs bijoux.
leurs corps profanés et abandonnés parmi les débris. Face à ce sacrilège systématique et à l'impuissance de l'État à protéger ses propres dieux défunts, une poignée de prêtres dévoués de la 21e dynastie prirent une décision désespérée. Puisque les tombes ne pouvaient plus être protégées, il fallait sauver les corps. Ils organisèrent une opération secrète d'une ampleur stupéfiante. Nuit après nuit, ils descendirent dans les tombes violées de la vallée des rois. Ils rassemblèrent ce qui restait des momies des plus grands pharaons de l'histoire. Amenhotep Ier, Thoutmosis, III le Conquérant, Séti Ier et le grand Ramsès II lui-même. Ils les rebandeletèrent, les placèrent dans de simples cercueils anonymes ou usurpés, et ajoutèrent de nouvelles inscriptions pour identifier les corps. C'était une opération de sauvetage, mais aussi une tentative de dissimuler une honte nationale. Ils ne pouvaient plus protéger l'or de leur roi, alors ils sauvèrent leurs os. Ces momies royales furent déplacées plusieurs fois, cherchant un refuge de plus en plus secret. Finalement, elles furent rassemblées en 2 groupes et cachées dans des lieux tenus secrets pendant près de 3000 ans. Le premier groupe fut dissimulé dans la tombe d'Amenhotep II. Le second, le plus important, comprenant plus de 40 momies de rois et de reines, fut descendu dans une simple tombe anonyme creusée dans la falaise de Deir el-Bahari, non loin du temple d'Hatchepsout. Le secret de cette cachette fut si bien gardé qu'il se perdit avec le temps. Les plus grands souverains de l'Égypte gisaient entassés dans une chambre obscure, oubliée du monde. Ce n'est qu'en 1881 que la cachette de Deir el-Bahari fut redécouverte, par hasard, par une famille de pilleurs de tombes locaux, les frères Abd el-Rassoul, qui commencèrent à vendre discrètement des objets sur le marché des antiquités. L'apparition soudaine de ces artefacts royaux alerta le service des antiquités égyptiens, dirigé par le Français Gaston Maspero. Après une enquête tendue, l'un des frères avoua. Lorsque les autorités descendirent dans la tombe, ils firent une découverte qui dépasse l'imagination. Ils se trouvaient face à face avec les visages des pharaons légendaires qu'ils ne connaissaient que par les textes. La scène de l'évacuation des momies fut surréaliste. Les corps de Ramsès le Grand et de ses pairs furent transportés sur un bateau à vapeur vers le Caire. Sur les rives du Nil, les paysans et paysannes égyptiens, apprenant qui étaient ces passagers silencieux, se rassemblèrent spontanément, les femmes pleurant et s'arrachant les cheveux, les hommes tirant en l'air en signe de respect funéraire, comme si les funérailles de leurs anciens maîtres avaient lieu sous leurs yeux. Les fantômes de l'Égypte revenaient à la lumière, mais ce retour allait déclencher une nouvelle forme de conquête, une obsession mondiale pour leur héritage. L'étincelle qui a ravivé la flamme de l'Égypte ancienne fut l'expédition de Napoléon Bonaparte en 1798. Accompagnant son armée, il avait emmené une cohorte de plus de 150 savants, artistes et ingénieurs. Alors que les soldats se battaient, les savants mesuraient, dessinaient et décrivaient chaque temple, chaque tombe, chaque inscription. Leur travail monumental, la description de l'Égypte, a révélé au monde une civilisation d'une richesse et d'une complexité insoupçonnée. La découverte accidentelle par un soldat d'une stèle de basalte noir près de la ville de Rosette, gravée en 3 écritures différentes, allait fournir la clé de tout. Après plus de 20 ans de travail acharné, un jeune linguiste de génie, Jean-François Champollion, réussit à déchiffrer les hiéroglyphes en comparant le texte égyptien avec le texte grec. Pour la première fois depuis plus de 1000 ans, les pierres de l'Égypte pouvaient à nouveau parler. Une véritable égyptomanie s'empara de l'Europe. Les consuls et les aventuriers se livrèrent à une compétition féroce pour piller le pays de ses trésors.
des obélisques furent arrachés de leurs socles pour orner les places de Paris, Londres et Rome. Des collections entières, comme celle de l'aventurier italien Belzoni, formèrent le noyau des grands musées européens. L'Égypte était redécouverte, mais aussi dépecée. La plus grande découverte de toutes, celle du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter en 1922, propulsa l'égyptomanie dans la culture de masse mondiale. Les trésors du jeune roi, la prétendue malédiction du pharaon, firent les gros titres pendant des années. L'Égypte ancienne devint un décor pour le cinéma, la mode, l'architecture et la publicité. Mais au-delà de cette fascination populaire, l'héritage des pharaons a une résonance bien plus profonde et troublante dans notre monde moderne. Le concept même qu'ils ont inventé, celui d'un État-nation centralisé, dirigé par un leader unique dont le pouvoir est absolu et quasi divin, n'a jamais disparu. La propagande monumentale, l'utilisation de l'architecture et de l'art pour glorifier le régime et écraser l'individu, est une technique que de nombreux dirigeants, au XXe et au XXIe siècle, ont copiée, consciemment ou non. Le pharaon a été le premier à comprendre que pour contrôler les corps, il faut d'abord contrôler les esprits et l'histoire. Il a prouvé que la volonté d'un seul homme, soutenue par la foi et la force, peut littéralement déplacer des montagnes et asservir des peuples. Aujourd'hui, cet héritage est au cœur de batailles culturelles et politiques acharnées. L'Égypte réclame la restitution de ses trésors les plus emblématiques. Le buste de Néfertiti doit-il rester à Berlin? La pierre de Rosette doit-elle quitter le British Museum de Londres? Ces objets sont-ils le patrimoine de l'humanité ou la propriété volée d'une nation? Les pharaons sont morts depuis des milliers d'années, mais leurs fantômes nous gouvernent encore. Leurs idées sur le pouvoir, l'éternité et le contrôle sont plus vivantes que jamais. Ils nous ont laissé un modèle de pouvoir qui a été admiré et copié pendant des millénaires. Alors que le monde cherche à nouveau des réponses dans un leadership fort, leur legs est d'une pertinence brûlante. Dites-nous, que voyez-vous en eux avant tout? De géniaux bâtisseurs de civilisation dont l'ambition a repoussé les limites de l'humanité, ou d'impitoyables tyrans dont le modèle de pouvoir absolu reste une dangereuse tentation? Écrivez votre réponse dans les commentaires, car ce choix silencieux façonne notre présent.